Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on se penche sur une œuvre marquante, Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Un livre qui nous plonge aux origines de l'aéropostale, une époque pleine de dangers et de défis. Oui, tout à fait. Et au cœur de ce récit, il y a des figures, des personnages forts, comme Rivière, le directeur des opérations, et c'est sa philosophie de gestion assez implacable qui va être au centre de notre discussion. Absolument. La question qu'on va débattre, elle est là. Est-ce que cette discipline de fer qu'impose Rivière, qui met la régularité du service avant tout, même avant la sécurité des pilotes, est-ce que c'était une nécessité pour réussir, pour bâtir quelque chose de grand? Ou est-ce que justement cette exigence va trop loin? Est-ce que ça ne devient pas une forme de déshumanisation, un système qui finalement broie l'individu au nom du progrès? C'est là-dessus que nos points de vue divergent, je crois. Pour ma part, je vais défendre l'idée que cette rigueur de Rivière, elle est dure, tragique parfois, c'est vrai, mais elle représente une volonté nécessaire. Il fallait bien ça pour construire, pour imposer une loi humaine face aux éléments, face à la fragilité des débuts. C'est pas juste une question d'outils, de réseau, c'est aussi créer un état d'esprit, tourner vers quelque chose qui nous dépasse. Et moi, je vais plutôt argumenter que cette approche a un coût humain insoutenable. Et ça pose une question éthique de fond. Quelle valeur on donne à la vie, finalement, face aux besoins d'un système? Donc je vois chez Rivière moins une nécessité qu'une sorte d'aveuglement, en fait, face à l'humain. Alors, si je peux développer un peu, pour moi, Rivière, c'est pas juste un chef de service, c'est un bâtisseur. Il est dans un domaine où tout est nouveau, où chaque vol est un combat, littéralement, contre la nature, contre la technique. Donc face à l'ampleur de la tâche, établir des lignes fiables, de nuit, et face au risque constant, il comprend qu'il faut être intransigeant. La discipline qu'il impose, c'est pas, je pense pas que ce soit du mépris pour ces hommes. C'est la condition sine qua non pour que ça marche collectivement. C'est pour créer de la fiabilité là où il n'y a que de l'incertitude. Il donne pas juste des ordres, il essaye de forger une mentalité, une sorte de mystique du courrier, oui. Un sens du devoir très fort qui pousse des hommes normaux à devenir des pionniers, à dépasser leurs peurs. L'héroïsme, dans ce cadre, c'est pas l'exploit perso, c'est contribuer à l'œuvre. La ponctualité, la régularité, c'est pas juste des objectifs techniques, c'est le symbole de la victoire de l'homme organisé sur le chaos. Et c'est pour ça que cet objectif, oui, il dépasse les vies individuelles et peut justifier, peut justifier les sacrifices, même si c'est dur à dire. C'est le prix pour que l'aéropostale existe. Je vois la logique, cette logique de la nécessité, mais mon approche est vraiment différente, Je me place du côté du coût humain, du coût éthique. Ce que vous appelez bâtir, forger une mentalité, moi j'y vois une forme de conditionnement qui mène à une instrumentalisation de l'humain qui est dangereuse. Le livre, justement, avec le destin tragique de pilotes comme Fabien, il nous montre des hommes qui sont réduits à leur fonction, des pièces importantes certes, mais remplaçables. Et l'accent n'est pas mis que sur le risque physique, mais aussi sur la détresse psychologique, l'angoisse, très bien incarnée par la tante de Simone, l'épouse de Fabien. Elle, c'est pas juste un personnage à côté, elle représente tout le côté humain caché derrière l'héroïsme officiel. Sa souffrance, elle nous force à nous demander est-ce que c'est moralement justifiable un système incarné par Rivière qui fait passer la régularité d'un sac de courrier avant la vie de celui qui le transporte? Est-ce qu'on peut vraiment parler de grandeur, de progrès, quand le règlement impose d'envoyer un homme vers une mort quasi certaine juste pour tenir un horaire? Pour moi, cette logique du système, quand on la pousse comme ça, elle devient une forme de tyrannie froide. L'objectif abstrait le réseau finit par justifier le sacrifice bien réel de vie humaine. Non, la fin ne justifie pas de tels moyens. Le mot instrumentalisation est fort, mais est-ce que ce n'est pas un peu le cas dans toute organisation qui vise très haut? Et sur le devoir, j'insiste, c'est pas seulement une contrainte qui vient d'en haut, de Rivière. Dans le contexte de vol de nuit, ce devoir, ça devient aussi une source de sens, une façon pour ces hommes de sortir de l'ordinaire, de l'anonymat. C'est une force qui les pousse à aller au-delà d'eux-mêmes, à affronter la nuit, l'inconnu. Il faut comprendre ce que Rivière leur demande. C'est pas juste d'obéir, c'est de leur offrir, en quelque sorte, une raison de vivre intensément. Dangereusement certes, mais pour quelque chose qui les dépasse. Du coup, le sacrifice, quand il arrive, c'est pas juste une perte absurde. Ça s'inscrit dans une épopée collective. C'est ça qui fait la différence entre un simple accident du travail et un acte héroïque qui construit une légende. Toutes les grandes entreprises humaines, les explorations, la conquête spatiale, même les révolutions scientifiques,
Elles sont pleines de sacrifices comme ça. Pensez aux marins des grandes découvertes. L'aéropostale naissante, c'est la même logique. Repousser les frontières et ça coûte cher. Rivière, c'est celui qui ose demander ce prix. Je vois bien cette tentative de sublimer le sacrifice, de le lier à une épopée, mais j'y vois surtout une rhétorique un peu dangereuse, une construction idéologique que Rivière met en place pour légitimer ce qui est fondamentalement inacceptable. Permettez-moi de nuancer ce que vous dites sur le devoir. Tel que Rivière le définit et l'impose, ce n'est pas une adhésion libre, voyez, à un idéal partagé. C'est une exigence qui vient d'en haut, verticale, absolue. Elle émane d'un chef qui est distant, qui contrôle pas seulement les vols, mais aussi, et c'est ça le point clé, le sens qu'on donne aux actions, aux vies de ces hommes. Il ne leur offre pas une raison de vivre, il la leur impose. Et cette raison, elle est complètement soumise aux besoins du réseau. Ce n'est pas un dialogue, c'est un diktat. Donc le sacrifice, c'est pas un choix tragique assumé, c'est la conséquence logique d'un système qui a supprimé toute marge, toute possibilité de dire non face au danger. Le pilote est seul dans son avion, oui, mais il est encore plus seul face à la machine administrative, face à la volonté de Rivière. On peut parler, je crois, d'une forme de manipulation. On utilise des valeurs nobles, le courage, la loyauté, pour obtenir une obéissance presque aveugle. La grandeur de la cause, ça sert de paravent à la froideur du calcul coût-bénéfice appliqué à des vies. Dire que Rivière est un manipulateur, parler de tyrannie froide, ça me semble un peu ignorer la complexité du personnage et de la situation. Je continue de le voir comme un leader qui assume une responsabilité énorme dans des conditions extrêmes. Sa dureté, elle n'est pas sadique, elle est fonctionnelle. Elle sert à contenir le doute, la peur, l'hésitation, des réactions normales, certes, mais qui peuvent être fatales pour l'entreprise collective dans cet environnement. Imaginez la pression. Chaque décision peut coûter une vie, peut compromettre la ligne, ruiner des années de travail. Donc dans ce contexte, la discipline de fer, c'est pas un caprice, c'est une armure pour protéger l'objectif final. Rivière, c'est celui qui doit tenir bon quand tout pousse à lâcher, celui qui porte le poids, de la solitude du commandement. Il est conscient du coût humain, le livre le suggère, oui, mais il l'accepte comme une part du prix à payer pour réussir une mission qu'il juge historique, bénéfique sur le long terme, créer des liens rapides entre les gens. N'est-ce pas ça finalement la définition d'un visionnaire ? Celui qui voit au-delà des difficultés immédiates, des souffrances individuelles, pour garder le cap vers un avenir qu'il croit meilleur. Ses méthodes sont rudes, d'accord, mais peut-être que c'était les seules possibles à l'époque. Pour ce travail-là. C'est un argument fort, oui, celui du leader visionnaire qui porte le fardeau. Mais cette vision, on peut aussi la voir comme une forme d'aveuglement sélectif, une incapacité presque pathologique à intégrer la valeur propre de l'individu dans l'équation. Vous dites qu'il est conscient du coût humain, mais est-ce qu'il est vraiment capable d'empathie ? Ou est-ce que ce coût, pour lui, c'est juste une statistique, un paramètre à gérer ? Sa focalisation quasi obsessionnelle sur l'horaire, sur la machine, sur le système, est-ce que ça ne le mène pas à une forme de déshumanisation ? Pas seulement de ses pilotes, mais de lui-même aussi. Là où vous voyez la force du chef qui tient le cap, moi je vois aussi le danger d'un pouvoir qui se coupe de la réalité humaine de ceux qui sont sur le terrain. Sa responsabilité, comme il la voit, elle semble être d'abord envers le système, l'idée abstraite du réseau, et pas tellement envers les hommes qui le font tourner. Et ça pose une question plus large sur le leadership. Est-ce qu'un leader peut être vraiment grand s'il perd ce contact avec l'humain ? La solitude du chef, si elle le coupe de la compassion, est-ce que ça ne devient pas un échec moral, même si l'opération réussit ? Le récit nous montre un Rivière, peut-être efficace, oui, mais terriblement seul et potentiellement monstrueux dans sa logique. Mais cette tension même, cette confrontation entre l'exigence du système et la fragilité de l'individu, n'est-ce pas exactement ça qui rend Vol de nuit si pertinent, si universel ? Le livre, il ne fait pas que raconter une aventure technique, il explore la condition humaine face aux défis de la création, du progrès. À travers Rivière, à travers ses pilotes, Saint-Exupéry nous montre que toute avancée significative, toute tentative de repousser les limites, qu'elles soient géographiques, techniques, peu importe, ça implique forcément une part de risque, de confrontation au danger et parfois de tragédie.
C'est le prix à payer pour l'ambition humaine, pour ne pas se contenter de ce qui existe, pour vouloir maîtriser la nuit, connecter les continents. Rivière, il incarne cette volonté inflexible, cette capacité à exiger l'extraordinaire de l'ordinaire. Sans cette exigence, sans cette discipline parfois brutale, l'aéropostale de nuit serait peut-être resté un rêve. L'œuvre ne glorifie pas la mort, non, mais elle montre la grandeur paradoxale qui peut naître de cette confrontation au danger extrême au nom d'un but jugé supérieur. C'est une leçon âpre, mais peut-être réaliste, sur ce qu'est le progrès. Je suis d'accord que le livre explore cette tension fondamentale, mais je lis le message un peu différemment. Plutôt qu'une illustration du prix nécessaire du progrès, moi j'y vois une mise en garde très profonde contre une certaine idée du progrès, celle qui devient une fin en soi, déconnectée de les conséquences humaines. Le récit nous pose la question, quel sens ça a un progrès qui demande de traiter des êtres humains comme de simples moyens, comme du carburant pour la machine? Est-ce que c'est vraiment un progrès pour l'humanité si, pour gagner quelques heures sur le courrier, on institutionnalise le sacrifice de vie? La force de Vol de nuit, pour moi, c'est peut-être moins de célébrer l'exploit que de peindre sans concession son coût humain et moral. Il ne donne pas de réponse simple, non, mais il nous force à regarder en face la part d'ombre de l'héroïsme, de l'ambition. Le livre nous laisse avec un malaise, avec l'image de l'épouse qui attend, avec la solitude de Rivière, suggérant peut-être que ce type de progrès, basé sur le mépris implicite de la vie individuelle, c'est une impasse éthique. Il nous invite à réfléchir à d'autres voies, à un progrès qui saurait mieux concilier le but collectif et le respect de chacun. La tragédie de Fabien, elle n'est pas présentée comme une fatalité glorieuse, mais comme un gâchis terrible. Bon, pour conclure de mon côté, je dirais que la figure de Rivière, telle qu'on la voit dans Vol de nuit, elle incarne vraiment cette tension qui existe dans toute grande entreprise humaine. L'individu face au collectif, la sécurité face à l'audace, le présent face à l'avenir. Sa rigueur, qui cause des drames, elle est aussi montrée comme la condition indispensable pour faire naître une œuvre qui dépassait l'entendement de l'époque. Donc le récit explore cette grandeur tragique qui peut venir du sacrifice, qu'il soit choisi ou imposé au nom d'une mission qui transcende. C'est une réflexion sur le commandement en situation extrême et sur le prix parfois exorbitant de la création. Pour ma part, je maintiens que Vol de nuit fonctionne comme un avertissement puissant contre les dangers de la déshumanisation qui guette tous les systèmes. L'œuvre montre avec une acuité particulière comment la logique d'une organisation, la poursuite obsessionnelle d'un but, peuvent mener à dévaloriser la vie humaine. Le destin de Fabien, l'attitude de Rivière, ça nous laisse avec une question morale qui reste vive. Jusqu'où peut-on aller au nom du devoir ou du progrès ? Le livre ne tranche pas, non, mais il pose les termes du débat avec une intensité qui nous interroge encore aujourd'hui sur la légitimité éthique des moyens utilisés pour atteindre certaines fins. Clairement, notre désaccord sur l'interprétation de la nécessité, de la légitimité des actions de Rivière, il reste entier. Et c'est normal, je pense, face à une œuvre aussi profonde. Oui, effectivement. Et cette divergence, justement, elle montre toute la richesse de Vol de nuit comme point de départ pour réfléchir. Ça nous pousse à examiner sans cesse ces questions cruciales sur le rapport entre l'individu et le système, sur le coût réel du progrès et sur les différentes facettes, parfois sombres, de l'héroïsme et du sacrifice. Absolument. Le débat que Saint-Exupéry a ouvert, il résonne bien au-delà de l'aviation des années 30 et il nous invite à continuer notre propre réflexion sur ces enjeux qui sont finalement intemporels. Il y a sans aucun doute encore beaucoup à dire et à interpréter dans cette œuvre majeure.